Nous allons procéder à une analyse factorielle confirmatoire dans SPSS en utilisant son module Amos. Alors, quand il est installé, Amos se trouve dans Analyse, et voilà tout juste ici. Et donc, si je clique, voilà l'interface du programme Amos dans laquelle nous allons mener cette analyse structurelle. Alors, la base de données contient les variables prestige, arôme, marque du fabricant, taux d'alcool, prix, quantité, ancienneté et goût, donc 8 variables. Nous proposons 2 hypothèses pour expliquer, pour rendre compte de la structure des corrélations entre ces variables. La première hypothèse, c'est qu'il existe 2 dimensions cachées qui se manifestent à travers ces 8 variables. Une première dimension qui capture le taux d'alcool, le prix et la quantité, et une deuxième dimension qui capture le prestige, l'arôme, la marque du fabricant, l'ancienneté et le goût. Nous voulons vérifier cette hypothèse, n'est-ce pas? Analyse factorielle confirmatoire. La deuxième théorie postule l'existence de non pas 2 facteurs, mais 3 facteurs. Un facteur qui est associé au goût et à l'ancienneté, un autre facteur qui est associé au prestige, à la marque et à l'arôme, et un troisième facteur qui capture le prix, la quantité et le taux d'alcool. Nous allons dessiner le path diagram de chacun de ces modèles dans Amos et vérifier si les données de l'échantillon soutiennent chacune de ces hypothèses. Alors, avant de commencer, nous allons modifier l'orientation de cette page en allant dans View, Interface Properties, propriétés d'interface. Au lieu du format portrait, nous allons choisir Landscape et Appliquer. Cela nous donne beaucoup plus d'espace à gérer. Le premier modèle contient 2 facteurs. Je clique et on va y faire un cercle. Ce facteur est, on l'a dit, associé à 5 variables qu'on dessine en cliquant 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je dessine le deuxième facteur qui, selon la première théorie, se manifeste en 3 variables observées. 1, 2, 3. Pour sélectionner une composante du diagramme, on peut utiliser soit cet objet ou soit celui-là qui permet de sélectionner tous les objets à la fois. Et pour désélectionner, il faut cliquer sur cette icône. Je vais sélectionner ce facteur latent et le repositionner. Même chose pour ce facteur. Et je désélectionne. Vous avez cette icône, cet objet en rouge. Et si je clique et sur celui-là, vous voyez, je peux déplacer ce diagramme. Et puis aussi pareil pour celui-là. Que je tire. Puis ici aussi. Alors, les grands cercles correspondent aux facteurs latents. Alors, on peut nommer ces variables en allant dans Plugins. Ça dit ici nommer les variables non observées. Donc, si je clique, SPSS a nommé les facteurs F1 et F2 et les thèmes d'erreur E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Selon notre hypothèse, la dimension latente F1 est associée à 5 variables. Il faut donc placer ces variables dans ces 5 cases. Et ces variables se trouvent ici, et dans liste des variables. Donc si je clique, vous avez la liste de toutes les variables disponibles dans le fichier. Le premier facteur se manifeste en prestige, en arôme, selon la marque du fabricant. Le taux d'alcool est plutôt associé au deuxième facteur, selon notre hypothèse. Le prix est aussi associé au deuxième facteur. La quantité est associée au deuxième facteur. L'ancienneté au premier facteur. Et le goût au premier facteur. Alors on va recadrer tout ceci dans Plugins. On va cliquer sur Resize. Dans la théorie que nous sommes en train de construire, nous supposons qu'il y a une association entre ces 2 dimensions non observées. Et pour le traduire, nous allons ajouter une covariance ou une corrélation entre ces 2 facteurs. Alors, je vais sélectionner F1 et F2 et dans Plugins, ajouter covariance. Et je désélectionne. Au lieu de dire F1 et F2, on peut donner des noms significatifs. Donc, si je clique dans le facteur F1, on va changer le nom en
une variable qui capture à la fois le prestige, l'arôme, la marque du fabricant, l'ancienneté, le goût. Nous allons l'appeler comportement du dégustateur. Dégustateur. Et pour la variable F2 qui capture le taux d'alcool, le prix et la quantité, nous allons l'appeler comportement du buveur. Sur les flèches qui partent des facteurs latents vers les items, vers les variables observées, il y en a une qui possède un poids factoriel égal à 1. Par défaut, Emos affecte un poids factoriel égal à 1 à l'une des variables, et ce pour obtenir une solution unique au problème. Et c'est pourquoi vous voyez ces coefficients 1. Avant d'estimer le modèle, et puis ensuite de le tester pour voir s'il est compatible avec les données de l'échantillon, il faut comprendre que ce modèle signifie que deux facteurs non observés sont sous-jacents aux 8 variables observées et que l'un de ces facteurs que nous avons nommé dégustateur est, si l'on peut dire, la cause du score obtenu pour le prestige, pour l'arôme, pour la marque du fabricant, pour l'ancienneté et pour le goût. Notre théorie, c'est qu'inconsciemment, chaque fois qu'ils ont donné un score élevé au prestige, c'est parce que sans le savoir, ils donnaient un score élevé à ce comportement de dégustateur. Et puis pour le deuxième facteur, les scores élevés ou faibles pour le prix, la quantité et le taux d'alcool ne sont que la traduction, la manifestation de leur comportement buveur. D'accord? C'est notre théorie. Mais cette théorie est-elle vraie? Est-elle légitime? Est-elle vraisemblable au seuil de 5%? Nous voulons la tester. Alors pour estimer les paramètres du modèle, nous allons dans View et Analyse des propriétés. Nous avons plusieurs méthodes d'estimation. La méthode du maximum de vraisemblance, la méthode des moyennes carrées généralisées, la méthode des moyennes carrées non pondérées. Par défaut, SPSS nous propose de mener cette analyse par la méthode du maximum de vraisemblance. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Cela dit, il faut savoir que la méthode des moyennes carrées non pondérées est bien souvent utilisée, surtout dans la recherche ayant trait aux questions touchant à la psychologie. Dans Output, nous pouvons obtenir les coefficients estimés standardisés, les coefficients de corrélation multiples, ce qu'Emos s'appelle Modification Indices, et on pourrait demander plein d'autres informations, mais pour ne pas compliquer cette analyse, limitons-nous à ceux que j'ai cochés. Et je ferme. Alors je vais sauvegarder mon modèle. Donc Save As. Je vais l'appeler modèle 1. J'enregistre. On peut calculer les estimés en cliquant sur cette icône ou encore en allant dans Analyse, Calculer estimé. Alors je vais cliquer sur l'icône. Alors pour voir les paramètres estimés, on va cliquer sur cette icône, View the Output Path Diagram. Il y a une covariance entre ces deux facteurs, estimée à 0,24, qui est peut-être significative ou qui ne l'est pas. Nous allons voir. Alors, ces coefficients 0,38, 32, 37, 91, qui sont associés à chaque variable, peuvent se traduire en pourcentage et signifient par exemple que 38% de la variance de la variable prestige s'explique par le facteur comportement du dégustateur, tandis que 91% de la variable ancienneté de la boisson alcoolisée s'explique par le comportement du dégustateur, 96% de la variance du goût s'explique par le comportement du dégustateur. Et de même pour buveur. Les coefficients que l'on voit sur les flèches sont les estimés des paramètres d'une régression linéaire de chaque facteur latent sur les variables qu'il manifeste. Et en ce sens, on peut dire que l'analyse factorielle n'est pas autre chose qu'une technique de régression linéaire. Alors dans cette affaire, les variances des erreurs n'apparaissent pas. Vous voyez, quand on standardise les estimations, on suppose a priori que chaque erreur a une variance constante égale à 1. Emos n'a pas jugé bon de faire apparaître ces variances. Si je choisis estimation non standardisée, vous voyez que les variances des erreurs apparaissent. Les variances des facteurs latents sont, pour le dégustateur, 1,98, pour le buveur, 0,91, et la covariance non standardisée étant égale à 0,32. Il faut interpréter les coefficients standardisés. Donc, c'est ceux-là que je vais traiter. Et je ne l'ai pas dit, si l'on standardise les estimations, les variances des facteurs sont égales à 1. Et c'est pourquoi ces variances n'apparaissent pas non plus. On veut maintenant juger de la qualité de ce modèle.
J'ai montré ici que le Q2 calculé est de 154,9 avec 19 degrés de liberté, mais nous ne savons pas si cet indice est significativement grand ou ne l'est pas. Tout juste ici, si je clique dans View Test, vous avez ici la p-value qui vaut 0,000 et qui est inférieure à 5%. Cela veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle. Eh bien, c'est une mauvaise nouvelle, mes amis, parce que l'hypothèse nulle ici nous dit que notre modèle, notre hypothèse est vraie. L'hypothèse alternative, c'est que la théorie n'est pas vraisemblable au vu des données disponibles. Donc, déjà avec cet indice, on est obligé de constater que l'hypothèse selon laquelle il existe 2 facteurs latents sous-jacents à ces 8 variables, eh bien, il semble que ce ne soit pas le cas. Peut-être qu'il y a 3 facteurs, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 1, mais certainement pas 2. Alors, on peut regarder d'autres informations pour mieux comprendre ce qui ne va pas dans le modèle que nous avons proposé. Si vous regardez ici dans Estimer, vous avez les coefficients de la régression avec les erreurs standards et les p-values associées. Je regarde pour standardiser, voilà les coefficients. La covariance entre comportement du dégustateur et comportement du buveur, estimée à 0,324, a une p-value de 0,040 qui est inférieure à 5%. Ça veut dire qu'il y a une association significative entre ces 2 facteurs. Et les coefficients de corrélation multiples, 0,241 pour l'alcool, 24,1% de la variance dans le taux d'alcool s'explique par nos 2 facteurs, 79,1% du prix s'explique par les 2 facteurs, et nous avons ces coefficients ici 0,24, enfin 0,241, 0,79, 0,33, etc. Si l'on va dans Model Fit, il y a un certain nombre d'indices, d'indicateurs qui doivent satisfaire les critères de qualité. Nous avons rejeté l'hypothèse que le modèle est compatible avec les données. Et si vous demandez, mais pourquoi encore regarder d'autres indices de qualité? Eh bien, c'est pour montrer que dans le cas où on n'aurait pas rejeté l'hypothèse nulle, ces indices que nous présentons ici vont nous permettre de juger de la qualité d'un modèle qui est statistiquement valable. Autrement dit, j'ai une théorie qui est compatible avec les données, mais quelle est la qualité de cette théorie? Est-ce qu'on peut la mesurer? Et la réponse est oui. Le premier indice s'appelle C-min. C'est en fait C-min divisé par le degré de liberté. Donc si vous faites 154,904 divisé par 19, vous avez 8,153. Il faut que cet indicateur soit inférieur à 5. Idéalement, pour un bon modèle, on voudrait qu'il soit inférieur à 5. Vous voyez qu'il est ici supérieur à 5. Ce n'est pas étonnant puisque le modèle n'est pas significatif. Cette p-value doit aussi être supérieure au seuil de signification 5%. Il faut qu'elle soit supérieure à 0,05. Elle ne l'est pas. Et puis il y a aussi tout un paquet d'indices comme GFI, AGFI et PGFI qui idéalement devraient dépasser le seuil des 0,8, 0,9. Il est souhaitable que ces indices soient très grands. Alors GFI, il vaut 0,747, pas loin de 0,8, mais AGFI et PGFI sont relativement faibles, n'est-ce pas? Ce qui dénote d'un modèle, d'une théorie, d'une hypothèse assez problématique. Ok? Alors même chose pour CFI, 0,769, on voudrait un indice comme 0,8, 0,9, même 0,95, ce serait formidable. Et puis les indices de parcimonie, PCFI, on voudrait un indice très grand. On a ici 0,522. Il serait bien d'avoir quelque chose comme 0,85, 90, 95. Le RMSEA, qui vaut ici 0,245, n'est pas du tout bon. Il faut qu'il soit inférieur à 0,1 pour un bon modèle. Et il faut que le P-close soit supérieur au seuil de 5%. Ce P-close est inférieur au seuil de 5%, ce n'est pas bon. Et l'indice RMSEA n'est pas non plus inférieur à 0,1. Tous ces indices, et il y en a beaucoup, ne peuvent pas tous être satisfaits, mais pour ceux que j'ai présentés, si la plupart vérifient les critères de qualité, on peut alors valider le modèle. Alors que faut-il faire? Il faut changer ce modèle, mais nous ne voulons pas changer le modèle comme ça au hasard. Je pourrais par exemple postuler l'existence de 5 facteurs. N'est-ce pas? On a 8 variables, peut-être qu'il y a 5 facteurs latents, peut-être 4. Vous voyez donc que ces choix sont un peu arbitraires. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir du modèle à 2 facteurs que j'ai proposé, construire peu à peu un modèle meilleur? Par exemple, si on regarde la structure des corrélations entre les variables observées, les facteurs et les erreurs, on peut les trouver dans modification d'indices, n'est-ce pas?
Donc si je clique ici, on voit que l'erreur 5 est fortement associée au comportement du buveur. E4 aussi avec buveur. Alors si je regarde, vous voyez que dans l'hypothèse que nous avons proposée, E5 est associé au comportement du dégustateur, alors qu'il faut qu'il soit associé au buveur. L'erreur E4 aussi doit être associée au buveur. Et on a par exemple les erreurs E4 et E5 qui sont fortement corrélées. E3 et E5 aussi semblent fortement corrélés. Alors je pourrais aussi regarder les coefficients de la régression. Vous savez, ces nombres que vous avez sur les flèches du diagramme. Je cherche les indices élevés, n'est-ce pas? Donc on a buveur, prestige, prestige arôme, prestige marque du fabricant. Eh bien, en regardant de près, et j'ai pris la peine de bien analyser ces nombres, il semble qu'il y ait non pas 2 facteurs, mais 3. Je vais ajouter un troisième facteur. Avec 1, 2, 3 variables observées. On va nommer les variables. Je vais appeler ce facteur luxe. Et je vais changer ce facteur et l'appeler goût ancien. Et on va postuler que ce facteur n'est associé qu'au goût et à l'ancienneté du vin. Et supprimer. Alors, dans luxe, nous allons y mettre le prestige, la marque et l'arôme. Et je vais mettre le prestige, l'arôme et la marque du fabricant. Resize. Donc on va sélectionner les 3 facteurs, forcer la covariance. Et voici donc l'hypothèse 2. C'est une théorie qui postule l'existence de 3 facteurs. Un facteur qui se manifeste par l'ancienneté et le goût du vin. Un autre facteur qui se manifeste selon 3 variables observées, l'alcool, le prix et la quantité. Et un troisième facteur que nous appelons luxe, qui est la dimension cachée du prestige, de l'arôme et de la marque du fabricant du vin en question. Estimons ce modèle. Je clique sur calcul estimé. Voilà les paramètres standardisés. Vous avez une covariance de 0,24 entre le goût ancien et le type buveur. Une covariance de 0,47 entre le type buveur et la qualité de luxe du vin. Et puis une covariance de 0,66 entre le goût ancien et le luxe. Et voyons donc si cette théorie est plus vraisemblable que la première. Donc dans View Test. Waouh! Alors ça c'est très intéressant. Le C-min a changé. On a un C-min sur DF égal à 2,49 et qui est inférieur à 5. C'est une bonne nouvelle. Alors l'indice GFI vaut 0,92. Formidable. La GFI vaut 0,83. C'est bon. Le PGFI a un problème, mais on a déjà ces 2 indices qui sont relativement grands. Et regardez le CFI, il est très grand, il dépasse 0,95, c'est formidable. L'indice RMSEA vaut 0,11, qui n'est pas très loin de 0,10 ou 0,1 qui est la limite. Et son P close égale à 0,01, qui devrait être supérieur à 5%, mais qui ne l'est pas. Et donc ce modèle, quoique satisfaisant par rapport au premier, pose encore quelques difficultés qu'on peut examiner en regardant modification d'indice.